Bonjour à tous, c'est l'heure du lunch connecté de La Mêlée, association qui s'engage depuis 20 ans aux côtés des entreprises d'Occitanie pour la transformation digitale notamment. Aujourd'hui, sur ce lunch connecté, nous recevons Yves Laurens, qui est expert en juridique et gérant du cabinet Exejuris. Yves, tu as 25 ans d'expérience dans le conseil aux entreprises et notamment sur la prévenance et la gestion des impayés. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet qui est capital, donc ce sujet des impayés clients qui sont malheureusement la cause de nombreuses faillites aujourd'hui en France. Et tu vas nous donner quelques astuces pour limiter ce risque d'impayés, voire même s'en prémunir. Je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat et nous y répondrons à la suite de la présentation de Yves. C'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, merci de participer à l'événement. Je vous accueille avec le sapin de Noël et c'est de circonstance, on va mettre un peu d'humour en la période. Donc je me présente, je suis Yves Laurens, je suis le gérant fondateur du cabinet Exejuris depuis 2011. Je tire mon expérience de professionnel du droit, ayant été pendant 25 ans dans un cabinet d'avoués à la Cour d'appel de Montpellier, cabinet dans lequel j'exerçais le poste de clerc principal. En clair et pour définir, mon rôle était celui de mettre en application les décisions de justice rendues par les juridictions, soit de première instance, soit d'appel, au bon vouloir de nos correspondants et des clients, étant précisé que dans ce cadre-là, j'ai pu travailler avec des grands comptes tels que les sociétés AXA, MMA, SMA, avec les responsables de contentieux, de nombreux experts comptables également, et surtout des dirigeants de TPE, PME. Qu'est-ce qui m'a amené à créer Exejuris? Ce sont les réformes judiciaires qui se sont succédées et qui ont entraîné la suppression des cabinets d'avoués, d'où l'intérêt et le rebond que j'ai exercé en mettant mon expérience à disposition des entreprises, des experts comptables, des professionnels du droit également, puisque j'interviens à la demande auprès de certains cabinets d'avocats et également de responsables et d'experts contentieux de grands comptes de compagnies d'assurance. Pourquoi le choix des TPE-PME? Parce que l'entreprise me passionne et je pense qu'actuellement, il est important d'avoir la possibilité de recourir à quelqu'un qui peut avoir de l'expérience et qui a la volonté de s'impliquer concrètement et surtout dans la très petite entreprise et la petite et moyenne entreprise. La conjoncture actuelle étant ce qu'elle est, il me semble qu'une mise à disposition régulière et récurrente d'un professionnel peut éviter des situations bien plus critiques. Pardon, excusez-moi. Actuellement, le poste client, comme chacun d'entre vous le sait ou doit le savoir, est l'un des plus importants au bilan. Le bon encaissement du chiffre d'affaires de vos sociétés respectives est également un levier majeur d'optimisation du besoin en fonds de roulement de chacun, de son financement et donc de sa santé financière, comme pour toutes les entreprises. Le chiffre que vous voyez affiché correspond à quelques unités près, bien entendu, pour l'année 2019 au nombre de faillites d'entreprises, et vous verrez quand même l'éloquence du chiffre, 25% d'entre elles se sont retrouvées en difficulté suite à des impayés. Alors, quelle en est la cause? Souvent l'inertie, parce que chacun est très occupé à son activité commerciale au marketing, mais s'intéresse relativement peu ou pas aux relances des factures impayées jusqu'au moment où le banquier se manifeste en disant « attention, il y a une difficulté ». Mais quand le banquier manifeste ou l'expert comptable, il est déjà bien tard. Je vais vous donner des chiffres qui sont intéressants quand même à connaître pour ce qui est du taux de recouvrement par ancienneté de créance. Sachez qu'une fois votre facture, votre terme échu, vous avez 70% de chances de récupérer la créance dans les 2 mois qui suivent. Si on attend 4 mois à partir de l'échéance, on n'est plus qu'à 50% de possibilité de récupérer sa créance. Et au-delà de 6 mois, on tombe à 30%. Voyez donc l'effet de la durée et du terme qui est aujourd'hui capital. J'ai des chefs d'entreprise qui me disent « oui, mais moi, l'activité fait que j'ai pour habitude de fonctionner avec des factures à 60 jours. Aujourd'hui, c'est relativement difficile et je dirais même déconseillé
dans la mesure où le besoin de roulement et le cash est un élément nécessaire pour toutes les entreprises. Alors, comment se protéger? C'est la question que tout le monde se pose, bien entendu, hein. Quelle que soit la taille et quel que soit le secteur d'activité, qu'elle soit en pleine croissance ou dans l'adversité face à la crise que nous connaissons aujourd'hui, l'entreprise, toutes les entreprises ont pour maître mot le cash comme oxygène. Sans cash, les difficultés interviennent rapidement. Aujourd'hui, la trésorerie pose problème dans nombre de sociétés. Certains me sollicitent en me disant voilà, je suis en manque de trésorerie, il faut vite récupérer une dette. Je leur dis oui, pour quand? Mais ils me disent pour hier. Ça, c'est absolument impossible. Donc, la trésorerie est un enjeu majeur pour toutes les sociétés, même vital actuellement. Très souvent, chacune ou chacun d'entre vous est bien organisé pour gérer le développement, la production, la recherche. Là, il n'y a pas de doute. L'informatique, le marketing, les ressources humaines. Par contre, pour l'impayé, c'est très souvent plus compliqué ou très souvent, les entreprises n'ont pas d'organisation. À part une personne en charge de la facturation qui a le rôle de comptable, ou vous-même, si vous êtes chef d'entreprise avec ce rôle-là, il est difficile d'être partout et on a tendance très souvent, je pense que peu diront le contraire, à le négliger, sauf au moment où on se dit, effectivement, j'ai plus de trésorerie, il faut que je fasse quelque chose pour rentrer du cash. Donc, comment faire? Je vais vous donner des astuces des petites astuces successives très simples, mais très efficaces. Vous connaissez tous les sites payants que sont Infogreffe, pour ne citer que ces deux, et Société.com, qui vous permettront de vous renseigner sommairement, moyennant finance, sur vos éventuels prospects, sur les clients actuels. Mais n'oubliez pas également d'utiliser le réseau. Dans les très petites entreprises, souvent, les clients vont à la concurrence, tournent. Aujourd'hui, la fidélité n'est plus de mise, quel que soit le secteur. Donc, ne pas hésiter à utiliser son réseau, ses connaissances, ses partenaires pour avoir des informations, étant précisé que très souvent, les mauvaises informations circulent bien plus que les bonnes. Donc, il est toujours intéressant de parler d'un client en disant, voilà, j'ai une telle personne qui me sollicite avec laquelle je pourrais éventuellement travailler. Est-ce que vous la connaissez ou est-ce que tu la connais? Et me dire s'il y a eu des difficultés. Vous verrez que souvent, on peut glaner des informations intéressantes. Je vais compléter cette information en vous donnant deux sites qui ont émergé récemment, que j'utilise et auxquels vous pourrez vous référer, qui sont, vous pouvez le noter, Société Ninja, comme son nom l'indique, qui vous permettra d'avoir des documents gratuitement, constitution, PV d'Assemblée Générale, souvent statut, et un autre qui s'appelle Papers, P-A-P-E-R-S en anglais, également qui fournit diverses informations et le tout gratuitement. Donc, pourquoi s'en priver aujourd'hui pour aller chercher des informations qui peuvent vous être très utiles dans la démarche et l'approche de vos nouveaux prospects. Deuxièmement, vous le voyez en caractère gras, demandez un CABIS, un RIB. Alors, certains m'ont dit souvent, pourquoi vous voulez qu'on demande ça à notre client? Il y a tout un cheminement à avoir dans l'approche d'un impayé et de la constitution d'un fichier client. Le CABIS, puisque c'est un élément nécessaire et qui vous permettra de vérifier la véracité des informations qui vous sont données et surtout de voir depuis quand l'activité est en place de la société. Je vous prends cet exemple puisque un jour, un client est venu me voir en me disant « j'ai une difficulté, j'ai vendu de la marchandise dans le commerce de gros à une société en cours d'immatriculation, ce qu'on peut tout à fait faire, et notamment les revendeurs, mais elle ne m'a pas payé. Effectivement, la société a été en cours de formation, mais n'a jamais été officiellement immatriculée. Je ne sais pour quelle raison. Toutefois, quand mon client est venu me voir, je lui ai indiqué que le statut juridique n'ayait pas été enregistré, je n'avais aucun recours. Donc, il est très important d'avoir actuellement un CABIS à jour qui vous permettra de détenir des informations sur la société, notamment son gérant, l'organe de tutelle, la forme de la société qui aura une importance et surtout, j'insiste là-dessus, le RIB. Alors, des clients m'ont dit, impossible, j'ai déjà mon fichier client à jour et je ne me vois pas revenir vers ces derniers pour leur demander un relevé d'identité bancaire. Si, pourquoi? Parce que dans les démarches qui peuvent être faites par la suite,
Le RIB permettra à un professionnel ou à un juriste tel que moi-même de l'utiliser pour arriver à nos fins en cas d'impayé. Une petite astuce à mettre en place que j'ai testée avec un de mes clients qui travaille au marché d'intérêt national de Montpellier, un marché de gros, un client qui fait environ 12 millions de chiffre d'affaires. Nous avons testé la mise en place, dès le départ, il y a maintenant 6 ans, de la réactualisation de son fichier client. Je l'ai invité à proposer à ses clients de leur adresser les informations qui sont stipulées sur le PowerPoint, en précisant qu'il mettait à jour son logiciel informatique et que ces données étaient réclamées. Ça n'a posé que peu de difficultés sur un fichier d'à peu près un millier de clients. Par la suite, on a mis en place sur un mois l'approche que je viens d'indiquer auprès de ces nouveaux prospects, qui étaient environ 40 sur un mois. Sur les 40, seuls 2 ont refusé de fournir le CABIS et le relevé d'identité bancaire. Dans les 6 mois qui ont suivi, une des sociétés a laissé un impayé de 4 000 €. Donc, ça a éprouvé le fonctionnement. Cette société, il y a maintenant 7-8 ans que je travaille avec elle. Et vous allez me dire quel est l'intérêt de mettre tout ça en place, puisque ça va réduire votre travail. Mon travail est d'être le partenaire d'une entreprise fidèle et au quotidien et de lui donner une situation de confort vis-à-vis de son fichier client qui évitera des relations bien plus compliquées par la suite. Non seulement il y a la possibilité de conforter et d'argumenter son fichier client, mais surtout, alors comptablement, la grande difficulté actuellement, lorsque nous devons, ou la même chose pour vous, selon votre activité, bien entendu, selon les secteurs, c'est totalement différent. Il est, je dis bien, impératif d'avoir des devis, des bons de commande et des contrats signés avant d'engager les prestations. Alors, la signature a quel objet? Elle a un objet tout simplement de lien juridique. Si vous n'avez pas un acte, quel qu'il soit, signé, il n'existe aucun fondement aux demandes qui pourraient être faites devant une juridiction quelconque par la suite, selon votre secteur d'activité. Et on est donc dans l'impossibilité d'agir efficacement. Je vais prendre un exemple très concret. Un de mes clients qui travaille dans le bâtiment, qui fait du béton teinté haut de gamme, est intervenu tout récemment à la demande d'un de ses partenaires réguliers, pour lequel il travaille maintenant de nombreuses années sur Nîmes, sur un béton coloré d'une villa à livrer rapidement. Il a effectué les travaux dans les 10 jours qui ont suivi, mais toutefois, sans bon de commande et sans devis signé de ce dernier. Bien entendu, ce qui devait arriva en tout cas dans ce cas-là, c'est que le client n'a pas réglé la personne qui est venue me voir aujourd'hui et qui se trouve en grande difficulté puisqu'elle vient de déposer un dossier de redressement judiciaire. La facture était de plus de 8 500 € et globalement, le besoin en fonds de roulement qui est le sien mensuellement. Donc, je lui ai malheureusement dit, mais avec sincérité parce que je n'ai pas de langue de bois et je n'hésite pas à l'avoir quand c'est le cas, je ne fais pas de contentieux pour faire du contentieux. Je dis simplement, si je n'ai pas de lien juridique, je n'ai pas de possibilité de présenter de demande sans fondement. Donc, je ne vais pas faire aucune démarche judiciaire, en tout cas, pour vous facturer et vous dire à la sortie, certes, nous avons un titre de justice, mais il est impossible à mettre en application et à obtenir le paiement qui serait le vôtre. Donc, tout ça, l'avantage de se prémunir, vous allez comprendre l'intérêt par la suite du développement, c'est de pouvoir disposer d'arguments pour agir efficacement. Alors, bien entendu, avant de venir me voir, chacun de vous, des entrepreneurs que vous connaissez, aura fait des démarches. Mais cela ne suffit pas toujours. Vous allez téléphoner, insister, il va y avoir automatiquement une relation qui devient anxiogène. C'est ce que je retrouve systématiquement dans le discours que j'ai avec les chefs d'entreprise qui me sollicitent après avoir effectué les démarches eux-mêmes. Alors, soit le chef d'entreprise vous-même ou ceux que vous pouvez connaître s'épuise à relancer, ce qui va créer une situation délicate et difficile pour tous, soit on change de méthode. Alors, faire à un professionnel comme moi, par exemple, pourquoi? Tout simplement pour un impact qui va avoir un effet bénéfique. Le premier, pour le chef d'entreprise, pour vous, ou vos partenaires, c'est de déléguer cette situation qui devient effectivement
tendue qui entraîne une situation très souvent de conflit entre les deux interlocuteurs. N'oublions pas qu'il y a un lien entre vous qui est un lien commercial dans lequel un professionnel extérieur n'est pas intervenant. Donc, automatiquement, lorsque l'intervenant extérieur prend le relais, je l'ai vu et je le constate au quotidien, la posture n'est pas la même pour moi que pour vous. Je vais avoir un recul évident et je n'ai pas de lien commercial entre le débiteur et moi, ce qui me permet d'avoir un discours bien différent. Différent en quoi? Entre ce que vous allez pouvoir dire et ce que moi, je vais argumenter auprès du débiteur. Déjà, la première chose, la prise de position. Le discours est adapté au contexte. Parce que je ne fais jamais d'intervention sans avoir eu un entretien avec mon client ou vous-même ou quiconque pour qu'il me dise d'où vient la situation, s'il y a une raison à cet impayé, est-ce qu'il y a eu un malentendu, est-ce qu'il y a un rapport, un conflit de personnes, c'est souvent le cas. Et ne pas hésiter à faire une démarche, ne serait-ce que primaire, à savoir téléphonique. Pour ma part, l'intervention sur appel téléphonique, j'arrive à résoudre 50% des conflits. C'est un forfait que je pratique de 50 €. Lorsque je passe un appel téléphonique, que j'arrive à délier la situation, et très souvent ça fonctionne, je le forfaitise à 50 €. Pourquoi? Parce que je ne peux pas ne pas le facturer, bien évidemment. Ça décrédibilise l'intervention et c'est quand même un travail, une approche différente. Donc, à ceux qui disent « oui, mais les créances ne sont pas élevées, j'hésite à faire un professionnel », sachez-le, pour ma part, si sur un simple appel téléphonique, j'arrive à débloquer une situation, je le forfaitise à 50 €. Si ça ne suffit pas, ça peut arriver. Je vous accompagne et on passe à la démarche suivante, qui est celle d'une mise en demeure que je personnalise de la même façon. Grâce à quoi? Mais grâce à tous les arguments que j'ai évoqués plus haut, que vous avez patiemment et sagement récupérés auprès de vos clients, que vous êtes à même de me communiquer. Donc, je serai tout à fait à même de personnaliser la démarche par une mise en demeure recommandée que je conseille pour les créances au-delà de 800 €. Je la forfaitise de la même façon à 150 €, quel que soit, je le précise bien, le montant de la dette. 150 € plus 50 € de déboursés qui représentent les démarches de recommandés et les levées de cabis que je vais faire dans mes démarches. Donc, ne vous fixez pas à un montant de créance limité, et c'est ce que je veux faire comprendre aux chefs d'entreprise. Une dette ou une créance est une créance, qu'elle soit de 500, 800 €. Pour une petite entreprise, 500, 800 ou 900 € ont la même importance que 10 000 sur une TI. Donc, ne pas hésiter à faire appel à un professionnel, faut-il encore le savoir, et que ce soit possible. Donc, lorsque j'ai fait cette mise en demeure, je demande à votre débiteur de vous régler directement dans un délai de 15 jours, délai que je conviens avec vous en fonction du choix et du rapport que vous avez avec le débiteur et en fonction également de vos relations commerciales. C'est un élément que je prends en considération énormément car je peux arriver à faire payer un débiteur et vous permettre de conserver vos relations commerciales. Alors, c'est tout l'intérêt de la pratique et de mon expérience acquise qui fait que je laisse toujours une porte ouverte à un dialogue. Je préfère un bon arrangement qu'un mauvais procès, qui est toujours plus long. Donc, l'empathie et la bienveillance font que très souvent, j'arrive à instaurer un discours avec le débiteur qui va se livrer plus facilement à moi-même qu'à chacun d'entre vous, en me disant s'il a un problème de confiance financier. Et je propose à ce moment-là la possibilité d'offrir un plan de règlement. C'est des choses qui fonctionnent très bien. Dans le contexte actuel, qui plus est, vous le savez, nombre de sociétés sont en difficulté. Et le problème que je rencontre, c'est ce que j'évoque souvent, c'est le problème en cascade. C'est-à-dire qu'une entreprise n'a plus les moyens de payer une entreprise et qui n'a plus les moyens de payer la suivante. Et on se retrouve inévitablement dans cette situation délicate. Donc, cette démarche, comme je vous l'ai indiqué, est forfaitisée. Dans 65% des cas, la simple mise en demeure que je facture, le montant que je vous ai indiqué entre 150 et 200 € en fonction des déboursés, permet d'aboutir à un paiement. Si ce n'est pas le cas, je passe à l'étape suivante, qui est la saisie d'une juridiction, en fonction bien entendu de vos activités respectives et des juridictions compétentes en la matière. Et je dépose à ce moment-là une requête motivée avec tous les arguments que je détiens au dossier, que vous m'avez encore une fois toujours bien communiqué, qui me permettra, lorsque je saisis le juge, d'obtenir une décision de condamnation.
j'en fais une fierté de principe, c'est que actuellement, le nombre de dossiers que j'ai traités, pas une seule fois, j'ai eu un rejet d'une juridiction pour la simple bonne raison que si un dossier me semble sensible, non complet et prêté à discussion, je ne le traiterai pas et je n'irai pas jusqu'à la procédure judiciaire. Encore une fois, je pense que c'est le respect qu'on doit au chef d'entreprise qui comprend bien qu'on intervient pour être un partenaire, un assistant, un prestataire efficace et non pas faire automatiquement du chiffre d'affaires sur son dos, d'où l'intérêt de bien se prémunir en amont. Cette procédure, devant la juridiction compétente, je le précise, je la forfaitise entre 450 et 500 € hors taxe, incluant le suivi. Lorsque je reçois la décision, je vais revenir, excusez-moi, j'ai avancé un peu vite, sur cet aspect, c'est ici que toute ma valeur professionnelle et mon expérience acquise prend son effet, puisque j'ai autour de moi de nombreux partenaires huissiers avec lesquels je travaille depuis maintenant mais plus de 30 ans, puisque si je cumule mes deux activités, j'ai plus de 30 ans d'expérience en la matière, et je pilote les démarches. Bien entendu, tous les arguments que vous avez su requérir, soit auprès de mes clients ou dont vous disposez vous-même, vont m'être utiles, c'est-à-dire que lorsque je reçois la condamnation du débiteur ou de votre débiteur, je prépare le décompte, je saisis mon huissier et je pilote le tout en lui disant, voilà, les clients m'ont fourni le relevé d'identité bancaire, le cabis que je vous fournis, la société est en activité, elle a un compte. Donc, l'huissier se présentera, fera une saisie à attribution qui rend indisponible immédiatement la somme qui est sur le compte. J'insiste bien, je ne garantis pas qu'il y aura l'argent dessus. Mais je garantis une démarche efficace parce qu'on aura un argument au tapé. Très souvent, dans 75 à 80% des cas, la simple saisie à attribution fait que le débiteur va acquiescer à cette saisie parce qu'il sait inévitablement qu'il va se trouver acculé à une situation dont il ne pourra pas sortir et il préférera payer qu'entraîner des frais complémentaires de saisie qui vont engendrer encore une fois des frais à sa charge. Donc voilà l'intérêt de l'expérience, c'est d'avoir des partenaires réguliers et efficaces et surtout d'avoir pour vous un retour efficace et rapide de la trésorerie que vous attendez pour vous permettre de maintenir une activité pérenne. Donc, j'insiste bien là-dessus, d'avoir pour vous ou pour vos clients ou vos prospects un partenaire et quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. Alors, vous allez me dire, l'aspect financier, vous arrivez à tirer du bénéfice de votre activité. Oui, ma publicité, elle est simple. C'est le bouche à oreille qu'aujourd'hui, l'ensemble de mes clients ont réalisé, pour ne rappeler que celui pour lequel je travaille au marché international de Montpellier, m'a ramené 4 prospects de gros fournisseurs également, et ainsi de suite, le bouche à oreille fait le reste. Donc, il y a aussi une possibilité que j'évoque à cette fin d'intervention. Il est possible aujourd'hui, parce que certains partenaires ou certains experts comptables souhaitent de la formation, je peux intervenir soit une heure, soit une paire d'heures, soit une matinée. Quand c'est la matinée, elle est forfaitisée à 400 € hors taxe. Après, à l'heure, j'en conviens avec tout le chef d'entreprise ou la TPE ou la PME qui me sollicite, à laquelle je peux donner quelques tuyaux en interne et un process à mettre en place que je ne peux pas évoquer ici puisque c'est des fois trop long selon le secteur d'activité de chacun d'entre vous, puisque les activités étant très diverses et certaines, il y a une particularité, on ne peut pas agir de la même façon. Donc voilà, moi, vous l'avez compris, mon but est d'être un partenaire régulier, efficace, surtout à l'écoute, j'insiste là-dessus, puisque je préfère être un partenaire constant et régulier qui va avoir un échange et quelque chose de constructif dans l'évolution de son activité et surtout pour vous être un support régulier et permanent. Ne pas hésiter, comme je peux le comprendre, puisque certains viennent en me disant « oui, on m'a dit que c'était intéressant votre façon de fonctionner parce que j'ai voulu faire appel à d'autres intervenants, mais le coût était prohibitif. » Voilà. Il ne faut pas se résumer aujourd'hui à un coût. J'ai essayé d'établir un protocole et une mise en place qui fasse que ce soit intéressant pour chacun et surtout avoir un véritable partenaire et un professionnel en appui et en soutien à votre activité, quelle qu'elle soit. Voilà, c'était là l'essentiel. Donc, pour le reste, n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous avez toutes les coordonnées. Je vais laisser la place aux questions que vous avez éventuellement à me poser, auxquelles je vais bien entendu essayer de répondre avec la même bienveillance. Et je reste à votre écoute. N'hésitez pas à me contacter en individuel si vous le souhaitez pour des informations complémentaires.
Voilà, donc je reste tout à votre écoute et je vais essayer de répondre à vos questions. Je vais quitter le PowerPoint pour vous avoir de visu et répondre à vos attentes éventuelles. Un grand merci pour ce partage d'expertise et d'expérience, Yves. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je suis à vous. Ouais, une petite question, je voulais savoir si actuellement il y avait des secteurs d'activité qui étaient plus sensibles que d'autres en matière d'impayés. Oui. Alors, les secteurs sensibles sont les marchés de gros, les marchés de prestations. Globalement, je ne vais pas évoquer la restauration ou l'événementiel ou les voyages, tout le secteur d'activité qui est complètement à l'arrêt. Vous avez bien noté que j'évoquais tout à l'heure le problème des raisonnements en cascade. C'est le cas que rencontrent les grossistes aujourd'hui qui fournissent, par exemple, comme je l'ai indiqué, les restaurateurs, les traiteurs, qui globalement, pour certains, perdent actuellement 30% de leur portefeuille. Selon les analyses qu'on en a fait par rapport au flux qui était le leur, je pense, ça va surprendre certains, mais qu'on va aller jusqu'à 50% de perte de leur fichier client. Puisque, bien entendu, toujours le raisonnement en cascade, un grossiste qui vend de la viande, du fromage, de l'alimentaire, des fleurs, dépend des commandes qui sont les siennes. Et ça pose un réel problème à l'heure actuelle. Et la difficulté pour tous ces grossistes, par exemple, c'est la visibilité, puisque certains avaient prévu des investissements qu'ils ne feront pas, qu'ils reportent. L'emploi en souffre également, puisque certains faisaient appel à des prestataires ou des contrats, des CDD qui ne renouvellent pas. Donc oui, une véritable difficulté. Définir un secteur, non. Tous les secteurs sont touchés, à part les secteurs de conseil qui sont très sollicités. Mais dire aujourd'hui, actuellement une entreprise ou un secteur qui n'est pas du tout touché, à part la grande distribution, très honnêtement, dans la clientèle qui est la mienne ou mes prospects actuels, je n'en vois pas. Okay. Merci. Avec plaisir. Oui, bonjour. Bonjour. Une question sur le recouvrement. Qu'est-ce que vous pratiquez comme saisie conservatoire? Est-ce que vous en pratiquez déjà? Oui, alors, très peu. Le profil de ma clientèle actuellement fait que je ne pratique que peu de saisies conservatoires. Voilà. Après, ce sont des choses tout à fait possibles, mais que je ne pratique pas actuellement. Bien entendu, vous l'avez compris, je m'adapte parfaitement au profil de ma clientèle. Je vérifie et j'insiste sur un élément sur lequel je reviens, vous l'avez noté tout à l'heure. Je parlais de devis, de bons de commande ou de contrat. Pour les contrats de grossistes ou de fournisseurs de matériel, c'est le cas par exemple d'une société pour laquelle je travaille et qui fait de l'alu en gros. J'insiste bien sur les clauses de réserve de propriété de matériel, qui est un élément prépondérant sur lequel on peut jouer également lorsqu'on a un impayé et qui donne, entre guillemets, plus de poids. Pour les saisies conservatoires, une fois qu'elles sont installées, c'est plus possible de venir dessus, puisqu'il y a très souvent derrière une réception des travaux qui fait qu'on ne peut plus toucher au matériel qui a été posé. Donc, on repasse dans la bascule de la procédure dite classique que je pratique actuellement. Mais des possibilités, il en existe. Voilà. Tout dépend. Je prends en compte, comme vous l'avez bien noté, le secteur d'activité et j'adapte en fonction des souhaits de chacun et de la volonté de mes interlocuteurs les démarches, soit moi-même, soit avec mes partenaires huissiers avec lesquels je travaille depuis X temps. Non, celle que je visais particulièrement, c'est la saisie conservatoire du poste client, parce que finalement, j'ai l'impression que c'est assez peu pratiqué. Oui, c'est vrai. Absolument. C'est quelque... Oui, non, je ne la mets pas en pratique puisque le gros de ma clientèle est TPE-PME qui interviennent pour des créances ponctuelles et très souvent peu élevées. Donc, je ne pratique pas ce type de saisie. Après, des sociétés du recouvrement qui font vraiment du vrai recouvrement au sens où on l'entend de façon classique, pratiquent plus ce type de démarche, notamment pour des sociétés de grands comptes pour lesquelles elles interviennent par délégation. Vous me confirmez, on peut se présenter ou on peut en tout cas commettre un initiative pour se présenter dans une entreprise débitrice et pour tout simplement demander à se voir présenter le poste client à 30 jours par exemple et faire saisie conservatoire.
Alors, pour cela, il vous faudra un titre de justice. Attention, j'insiste là-dessus. Un huissier n'aura pas la capacité à se présenter comme ça, à faire une saisie ou à demander la présentation d'un compte. La société. C'est conservatoire. Hein. Oui. Voilà, moi après, personnellement, je ne le pratique pas, je ne le fais pas pratiquer. Vous pouvez le tenter. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait et je n'ai jamais mandaté d'huissier à cette fin. Dans mon expérience, ce n'est jamais arrivé puisque moi, j'étais vraiment dans le judiciaire pur et automatiquement, on intervient après décision de justice et peu en amont. Maintenant, c'est probablement des choses qui se pratiquent effectivement dans les grands comptes, mais que moi, je ne mets pas à effet, que je ne pratique pas, ni même mes partenaires, en tout cas, dans le créneau que j'ai choisi, vous avez bien compris, je n'interviens pas sur plutôt le contentieux, l'accompagnement, mais en anticipation. Aujourd'hui, je n'ai jamais été sollicité, on va dire, en amont pour ce type de démarche par des saisies de comptes et de saisies conservatoires. Donc, c'est plus du conseil de l'accompagnement à proprement parler et du judiciaire que de la prévention. Est-ce qu'on a d'autres questions, réactions, partage d'expérience peut-être? Je reste à votre disposition, quoi qu'il en soit, si certains souhaitent me contacter en privé ou ont des questions en privé qu'on peut poursuivre en dehors de cette intervention, il n'y a pas de problème. Je suis tout à fait habilité à vous répondre, à échanger avec vous sur d'autres informations que vous souhaiteriez ou des précisions dont vous auriez besoin. J'avais une autre question. Donc, vous aviez parlé donc de se prémunir en amont, donc avec un devis signé. Oui. Est-ce qu'un bon de commande ou un bon de livraison est également obligatoire, y compris dans le conseil? Alors non. Soit vous faites le bon de commande, soit vous faites le devis signé. En général, c'est ou l'un ou l'autre. Certaines sociétés font les deux. C'est à votre choix. Je vois de tout personnellement, mais il faut au moins le devis signé ou le bon de commande signé. Accessoirement, si vous disposez du bon de livraison, c'est très intéressant, notamment pour le matériel, parce qu'il y a eu des fois des questions ou des éléments soulevés, puisque le débiteur de mauvaise foi avait fait valoir le fait qu'il n'avait pas été livré du matériel. Donc, ça peut être effectivement utile, c'est une précaution que je donne et que je préconise dans le milieu du bâtiment. Mais encore une fois, je reste général et je ne rentre pas dans toutes les particularités. Yves, souvent c'est vrai qu'on va pouvoir échanger avec des clients par mail. Oui. Quelle est la valeur d'un mail? Alors aujourd'hui, elle est prise en compte. Un mail, je l'ai testé parce que je connais les milieux judiciaires plus que bien. Et lorsqu'on déroge aux règles habituelles et qu'on produit des pièces qui n'ont pas des valeurs probantes telles qu'on les avait avant, les magistrats sont réfractaires. Mais ça marche. J'ai fait l'expérience il y a environ une année d'une commande réalisée par mail et aussi un bon de commande annulée par mail qui a été déclarée recevable par le juge, étant précisé que ces derniers s'adaptent, je dirais, plutôt bien tenant le contexte. Et il y a une volonté de numérisation de la justice actuellement qui est en train de se réaliser, mais surtout une volonté des magistrats d'accepter tous ces arguments et ces éléments qu'on ne pouvait pas produire avant, qui auraient été d'office rejetés. Donc oui, il y a cette volonté et on peut s'en servir. Si tel est le cas, n'hésitez pas à les conserver. Toujours des traces, si possible, écrites. Il y a un élément aussi important dont vous n'avez pas parlé, c'est juste à titre, c'est la compte aussi qu'il faut, dans la mesure du possible, demander à absolument. Un compte ou un prépaiement. Absolument, vous avez tout à fait raison de l'évoquer. Je l'ai oublié lorsque je parlais des devis et des bons de commande. J'aurais pu étoffer, c'est une note que j'avais effectivement précisée, que j'ai occultée, j'en suis désolé. Ne pas hésiter, ou je dirais même de se faire payer impérativement d'un acompte. C'est la discussion que j'avais eue justement avec le client que j'ai évoqué, qui a fourni ce béton, qui n'a pas été payé. Je lui ai dit, effectivement, vous auriez dû vous faire régler à tout le moins d'un acompte de 30 à 40%, parce que de tous les mots, choisir le moins mauvais, quand on a au moins un acompte, on détient à tout le moins déjà cette somme. C'est impératif, mais beaucoup fonctionnent à la confiance. Ça, c'est quelque chose que je retrouve systématiquement et me disent, vous comprenez, je ne me vois pas revenir vers ce client avec lequel je travaille depuis un certain temps. Commercialement, ça ne se fait pas. Je vous assure, je l'entends tous les jours.
Et je suis un peu gêné. Alors que je pense que c'est des bonnes pratiques qu'il faut mettre aujourd'hui à effet et qu'il ne faut pas hésiter à pratiquer. Pourquoi? Parce que si tout le monde fonctionne de la sorte et ne se fait jamais provisionner, le raisonnement actuel que j'évoquais, on était à 55 000 entreprises en difficulté en 2019, à quelque chose près. On va être facilement entre 70 et 75 000 dans l'année qui arrive, là, très largement. Donc, je pense que chacun doit avoir midi à sa porte. Je l'ai précisé, vous le savez, chacun d'entre vous, que le cash et la trésorerie est quelque chose de primordial actuellement. Tourner à vide, comme je le précise, quand on a des factures, parce que certains pratiquent encore des échéances à 60 jours, parce qu'il y a une inertie, il y a la revente, il y a le fait de ne pas suivre. Non, il ne faut plus fonctionner de la sorte. C'est vrai que l'acompte de 30 à 45% à l'ouverture des chantiers, il faut non seulement le faire valider, mais le faire payer. Vous avez tout à fait raison sur ce point de vue. C'est quelque chose d'important. Je vais même jusqu'à 50% et je commence rien tant que je n'ai pas touché la compte. Hein. Voilà. Après, alors comme je disais, je reviens à ce que j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, je reste relativement général et en fonction de l'application du choix de chacun. Hein, parce que chaque secteur est différent, chaque chef d'entreprise a sa façon de fonctionner avec ses clients habituels, les récurrents, les moins récurrents. Voilà, moi après, je donne du conseil, c'est un avis qui est ce qu'il est, hein, je le reconnais, mais souvent je le donne en fonction de l'échange que j'ai aussi avec le chef d'entreprise, qui me dit, moi, je fonctionne comme ça, je le respecte tout à fait. Chacun a sa volonté, c'est juste un conseil avec l'expérience acquise. Chacun met la sienne en avant. Et voilà, on tranche, on trouve une cote, entre guillemets, mal taillée d'une méthode ou d'un process à mettre en place. Mais voilà, chacun a une façon de fonctionner que je peux tout à fait respecter, selon son secteur d'activité, sa façon de voir les choses. Maintenant, après, il y a des règles qui sont immuables aujourd'hui, c'est la liquidité, le cash, dont beaucoup d'entreprises manquent actuellement. Hein. On n'a pas à être le banquier de nos clients. Exactement. Et c'est ce que je dis. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai le cas de 2 clients actuellement qui ont des impayés très importants et qui survivent pour la simple raison qu'ils ont un volume très important également, mais qui pourraient, si actuellement, en tout cas, ils avaient des impayés de gros clients, ça les mettrait en difficulté. Ça, c'est certain. Donc, voilà. Après, la prise de conscience n'est pas toujours facile à avoir. Il m'est arrivé, je vais prendre un exemple, je ne veux pas citer de nom, une entreprise, un grossiste avec lequel j'avais pris attache, qui m'a demandé de faire une forme d'audit de son entreprise, avait affaire à de nombreux clients et de tout le sud de la France. C'est quelqu'un qui couvrait tout le sud de la France, qui a un client qui l'a contacté en lui disant, voilà, je vais faire une opération choc, je vous commande 500 000 € de marchandises. C'est quelqu'un qui fait 30 millions de chiffre d'affaires. Je commandais 500 000 € de marchandises, j'ai telle et telle démarche à effectuer. Quelqu'un avec qui il travaillait, écoutez bien, c'est quelqu'un qui travaillait depuis 10 ans environ avec le client auquel j'ai eu affaire, le président d'une SAS, qui m'a dit non, mais je travaille en confiance, il n'y a pas de problème, je vais faire à l'avance du matériel. C'était au mois de juin. Le gros de l'activité de mon client se fait de mai à octobre. Il a fourni des marchandises à hauteur de 500 000 € sur une durée de 3 mois, sans aucun paiement. La dynamique de l'activité était telle qu'ils ne se sont pas penchés dessus. Lorsqu'ils s'y sont penchés, parce qu'effectivement, il y a eu un problème de trésorerie, ils sont venus me voir en me disant, voilà, il y a tel problème. Alors là, le problème, c'est qu'on a fait vite. J'ai fait signer que la moitié des bons de commande, pas le reste. Toutefois, on est à découvert de 500 000. Et c'est une vérité, la société, depuis, passée en liquidation judiciaire. Alors, 2 choses. Déjà, on met une alerte, et ça, j'ai oublié de le préciser, je vais venir dessus. Quand, en fonction des logiciels informatiques, du système que l'on utilise pour les marchés de gros ou même pour n'importe qui, une fourniture ou une prestation, il est impératif d'avoir des alertes dans son système, que ce soit le logiciel ou que le logiciel comptable ou le logiciel commercial, dire attention, tel client, bon, il y a des sociétés qui vont fixer le seuil, c'est le cas de certaines avec lesquelles je travaille, à 1 500 €, il y en a qui vont fixer le seuil à 25 000 €. Mais il faut impérativement se mettre des alertes. Je leur ai dit, mais comment il est possible que vous ayez fourni 500 000 € de marchandises sans aucun suivi, sans des factures? Pour moi, c'était absolument improbable. Et ça a été le cas, pourtant. Ça a été le cas. Donc, on peut absolument voir des choses invraisemblables. Tout ça, en ayant un petit peu ce que je vous indique, c'est simplement souvent du bon sens. Je suis intervenu à la demande d'un expert comptable pour certains de ses clients en visio, comme je le fais à l'heure actuelle. Autre chose, un détail, vous recevez des paiements par chèque, ça arrive encore, pas pour beaucoup, mais ça arrive. Scannez le chèque, mettez-le au fichier client. Le jour où il y a un impayé, on revient, on dispose au moins des références bancaires.
même si en amont, on ne fait pas tout le temps, comme vous le disiez, des saisies conservatoires qui peuvent être faites, mais souvent pour des créances bien plus élevées. Si on a un maximum d'informations, on est toujours garant d'avoir une intervention bien plus efficace derrière. C'est une simple logique. Et le cabinet d'expertise comptable auquel je l'expliquais me disait oui, il est vrai qu'on devrait nous-mêmes éduquer nos clients. Ce sont des choses relativement simples. Scanner un chèque, le mettre dans le dossier, vous avez à disposition les références bancaires. Et ça, c'est un argument qui est très pesant. Quand je vais sur un débiteur en lui disant vous devez une somme à Thierry, vous lui devez 5 000 €, vous ne voulez pas le payer, toutefois on dispose de vos références bancaires, on va obtenir un titre, faire une saisie. Croyez-moi, très souvent, la personne, le chef d'entreprise, sait très bien ce que ça veut dire derrière. Après, il y a aussi un état d'esprit, une volonté, mais quand il est un peu acculé à la situation et qu'il se rend bien compte qu'à un moment il va falloir payer, ça permet de résoudre bien des situations. Tout ça, pourquoi? Parce que vous avez argumenté, vous avez des éléments à faire valoir. Si vous parlez dans le vide, qu'on n'est pas capable de justifier de quoi que ce soit, le débiteur s'en moque royalement. Après, j'insiste bien, aujourd'hui, il n'y a pas que des débiteurs de mauvaise foi. Il y a beaucoup, et je comprends votre question, de débiteurs qui sont dans des situations difficiles. Donc, laisser une porte ouverte, c'est ce que j'essaie de faire régulièrement, en trouvant un accord entre les deux parties et en mettant en place un plan de règlement sans saisine des juridictions, mais avec la volonté pour un, de maintenir une relation commerciale qui va lui permettre d'acquérir de la liquidité régulière, et pour l'autre, de garder une relation commerciale avec son fournisseur. Parce que si quelqu'un part aujourd'hui en ayant une dette, automatiquement, selon le secteur d'activité tel que je l'évoquais tout à l'heure, ça se sait les choses, il faut communiquer. Alors, je ne sais pas quels sont vos secteurs d'activité respectifs, mais j'engage les corporations à avoir souvent des relations et des conversations pour essayer de faire une unité et entre guillemets, un front vis-à-vis de débiteurs. Alors, sachez qu'il n'y en a pas, ne courent pas les rues, mais il y en a qui sont très bien organisés et qui sont toujours insolvables. Parce que l'escroquerie, il y a des gens qui la pratiquent régulièrement, qui créent des activités qui sont des coquilles vides, qui n'ont aucun bien à leur nom, je le rencontre régulièrement, qui ont des prête-noms sur lesquels ils font de l'escroquerie régulière aux entreprises. Alors, il est vrai que ce que je souhaiterais, j'en ai parlé à des juges du tribunal de commerce, ce qui serait très intéressant et sur lequel j'aimerais un débat, c'est de pouvoir faire un fichier central auprès du tribunal de commerce qui permettrait d'identifier tous les chefs d'entreprise qui ont eu des sociétés clôturées pour insuffisance d'actifs, ce qui est le cas, bien entendu, pour ces sociétés à coquilles vides qui ont volontairement laissé péricliter l'activité, de façon à ce qu'on empêche ce type de personnes à se réinscrire à nouveau à la tête d'entreprise, parce que c'est des choses qu'on retrouve. Ça m'est arrivé de le retrouver régulièrement 4-5 fois d'affilée, des gérants d'entreprises qui ont reconstitué des activités alors que les autres avaient périclité et clôturé pour insuffisance d'actifs. Je considère que c'est un problème récurrent parce que ça devient un sport pour certains. Il ne faut pas l'ignorer non plus. On a une autre réaction de Marc qui nous dit « Diagnostic économique et financier régulier, crédit manager ». Oui. Après, tout dépend du profil, du temps qu'on veut passer. Personnellement, moi, ce n'est pas des choses que je fais, que je pratique. Si c'est votre question, Marc. Moi, je viens en intervention, en soutien. Après, je travaille avec des partenaires, effectivement, des gens qui sont à même de réaliser ce type de démarche et qui peuvent être des soutiens également pour les chefs d'entreprise. Moi, j'aborde ici exclusivement la partie pour laquelle j'interviens, c'est-à-dire le recouvrement et l'appui. Après, j'ai des partenaires avec lesquels je travaille qui font des interventions différentes des miennes et qui peuvent être à même, selon la volonté du chef d'entreprise, de faire des pratiques que je ne fais pas actuellement. Oui, vous me tendez un petit peu la perche, moi c'est un petit peu ce que je fais, à savoir ce type de prestation de conduite de diagnostic économique, financier, de surveillance du poste client et puis de surveillance aussi des procédures collectives. C'est très intéressant, voilà. Parce que c'est le préalable. Alors on ne peut pas tous offrir un poste et créer un poste de credit manager dans son entreprise. Exactement. On peut mutualiser la fonction. Il n'y a pas de développement possible si on n'a pas un œil régulier permanent sur son poste client et sur la santé, sur l'évolution d'une entreprise, parce qu'elle elle peut être en grande forme au 1er janvier et puis être en grande difficulté au 1er juillet.
Exactement, c'est ce que j'évoquais. Moi, c'est pas ce que je fais, mais effectivement, bon, vous le pratiquez. J'ai effectivement des partenaires qui le pratiquent également, mais moi, on va dire, ça outrepasse ma compétence et mon rôle tel que je l'ai défini dans l'intervention de cette présentation, on va dire. Mais absolument, vous avez tout à fait raison sur le fait des entreprises qui étaient florissantes au 1er janvier, qui ne le sont plus du tout aujourd'hui, et combien sont comme ça à l'état actuel. Absolument. Je pense que c'est un métier d'avenir et qui va prendre toute sa place, je dirais même en amont, avant même mon intervention, quelle qu'elle soit. On peut en reparler en extérieur, Marc, bien entendu, ça peut être intéressant d'échanger à ce sujet. Qu'est-ce que vous suggérez finalement pour les petites créances, les procédures les plus efficaces, l'injonction de payer? On dit que sur certains barreaux, c'est plus efficace que Alors, non. Je vais vous dire, c'est très simple. Tout dépend des magistrats sur lesquels vous tombez. C'est ça. Voilà, ça s'arrêtera là. Voilà. Après 30 années passées de judiciaire, je connais nombre de juges, nombre de magistrats, que ce soit devant les cours, la juridiction suprême ou autre. C'est tout simplement lié au magistrat sur lequel vous tombez, l'encombrement de la juridiction et savoir s'il va prendre le temps de lire votre dossier. C'est pour ça qu'il faut présenter des dossiers simples, précis, concis et avec tous les éléments en main. Sinon, c'est pas la peine. Et par ailleurs, l'invitation faite aux débiteurs de participer à la procédure, la procédure Macron, je sais pas, je n'ai pas vu de statistiques, savoir si elle était efficace, si elle s'était développée. Non, pas encore, je n'en ai pas non plus. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu trop se pratiquer, très honnêtement. Après, rester à voir. C'est vrai que la conjoncture actuelle fait que il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais peu hésiter parce qu'on reste dans des procédures dites ou de sauvetage, d'urgence. Moi, mon quotidien, c'est plutôt ça. Les entreprises qui m'appellent et qui me disent voilà, j'allais bien, ça va plus, j'ai tel impayé. Voilà, parce que beaucoup, telles que votre activité, Marc, n'ont pas ou ne savent pas qu'on peut peut-être faire appel à des prestataires ou des gens qui ont la volonté de vous aider. C'est ce que je disais. Moi, j'interviens auprès de l'entreprise comme vous. Faut-il savoir qu'on existe, que quelqu'un décèle le besoin pour ouvrir une porte ouverte à chacun d'entre nous en étant un partenaire, intervenir ponctuellement en disant mais tu as une difficulté, je peux t'orienter ou vous orienter sur quelqu'un qui sera à même de vous piloter, de vous aider. Je pense que c'est là un peu tout notre rôle aujourd'hui de devenir un soutien et un partenaire pour l'entreprise au sens large du terme. En effet, des échanges très riches et encore un grand merci Yves. On aura retenu qu'effectivement l'important c'est pas juste de récupérer le chiffre d'affaires non encaissé, mais d'abord de prévenir ces impayés pour se prémunir de ce risque qui est quand même un risque de faillite. Donc c'est important, il faut en avoir conscience. Et également, j'ai envie de dire le fait que on peut se faire accompagner même pour des petits montants. C'est vrai que quand on est entre guillemets un petit entrepreneur, un indépendant, une micro-entreprise, voire une TPE-PME, une start-up, on peut hésiter à faire appel à quelqu'un parce qu'on a tout de suite peur que ça nous coûte 1 000, 2 000 euros alors que tu viens de nous prouver pas du tout. Voilà, c'est les éléments que je voulais mettre en avant. Voilà, que chacun peut trouver un support. C'est ce qu'on vient d'évoquer avec Marc. Il faut le savoir, on peut s'adapter et se mettre à disposition de l'entreprise. Je pense que chacun d'entre nous peut en avoir besoin aujourd'hui et ça me semble très important de savoir où trouver de l'appui. En effet. Et, voilà, et comme on le dit souvent dans nos métiers, rien ne remplace un professionnel et chacun son métier. En tout cas, merci beaucoup de nous en avoir appris plus à la fois sur la gestion de créances et aussi évidemment sur ta profession et cette expertise-là. Mieux vaut un bon arrangement qu'un mauvais procès, pour te citer. Grand merci, merci à vous et à vous tous et toutes de vous être connectés aujourd'hui. Bien évidemment, si vous souhaitez poursuivre les échanges, vous pouvez aller évidemment sur LinkedIn. Et quant à ce webinaire, il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de l'association La Mêlée. Merci beaucoup. Merci à tous. Excellente journée et bonne Merci, bonne journée. Merci à vous aussi.